30 mars 2024, une femme marche seule sur un sentier de montagne dans les Alpes de Haute-Provence. C'est une belle journée de printemps. Sous ses pieds, un chemin forestier qu'elle connaît bien. Elle a déjà parcouru il y a un mois, peut-être deux. Son pied bute contre quelque chose, elle baisse les yeux. Au milieu du chemin, entre deux pierres, quelque chose de blanc, de petit, d'humain, qui semble ressembler à un crâne d'enfant. À cet instant précis, 9 mois de recherche, 800 volontaires mobilisés, 97 hectares ratissés, des milliers d'heures d'enquête, des centaines d'hypothèses, tout s'effondre. Ou plutôt, tout commence vraiment. Car le petit Émile Soleil, disparu le 8 juillet 2023, n'a jamais quitté la montagne. Mais ce que cette randonneuse vient de trouver ne résout rien. Au contraire, cela ouvre une question bien plus terrifiante. Comment le corps d'un enfant a pu rester invisible pendant 9 mois dans une zone qui a pourtant été fouillée plusieurs fois? La question qui terrorise aujourd'hui la France entière n'est plus où est Émile. La question c'est qui savait et quand? Le Haut-Vernay, en hameau perché à 1200 mètres d'altitude où les maisons en pierre semblent défier le temps. L'été, c'est un lieu de repos pour quelques familles qui fuient la chaleur de Marseille ou d'Aix-en-Provence. Un endroit où les enfants jouent librement, dans les rues, où tout le monde se connaît, où la peur n'a pas sa place. Le genre d'endroit où typiquement tu te dis « il ne peut absolument rien m'arriver ». 8 juillet 2023, il fait chaud, presque 30 degrés. La famille Vedovini est installée dans sa maison secondaire, celle qu'ils ont achetée au début des années 2000. Philippe et Anne, les grands-parents, accueillent leurs enfants et petits-enfants. C'est un peu comme une tradition estivale en rituel de famille. Et en fait, chaque année, toute la famille se retrouve ici, loin du bruit du monde. Parmi eux, Émile, 2 ans et demi, blonds, yeux marrons, un petit garçon comme les autres, avec cette énergie débordante des tout petits. Sur les photos, on le voit sourire, courir, explorer. C'était un enfant heureux. Ce matin-là, Marie-Soleil, la mère d'Émile, dépose son fils chez ses parents et repart. Elle va leur confier son fils aîné pendant quelques jours, une chose qui est toute simple et naturelle. Les oncles et tantes d'Émile, certains à peine adolescents, construisent une cabane en bois dans la pente en direction du col du Labouré. Émile voulait les rejoindre, il est impatient. Il demande à y aller, mais on lui dit plutôt d'attendre 17h. L'après-midi touche à sa fin, Philippe le grand-père charge du matériel dans sa voiture, il prépare un enclos pour ses chevaux. C'est une journée vraiment ordinaire et banale. Une de ces journées d'été qui s'étire tranquillement, sans histoire, jusqu'à ce que malheureusement, elle ne le soit plus. Émile, vêtu d'un t-shirt jaune et d'un short blanc, sort du jardin. Il s'engage dans la rue principale du hameau, c'est un passe pentu qui descend vers le village. Personne ne s'en inquiète, parce que ici c'est l'endroit où les enfants jouent tout le temps dehors. C'est la montagne, c'est l'été, c'est la vie, alors pourquoi se priver d'aller jouer et ne pas rejoindre ses oncles? 17h15. Deux témoins le voient, un adolescent et un homme d'une soixantaine d'années. Tous les deux formels, Émile marche seul à une vingtaine de mètres de la maison de ses grands-parents. Il descend la rue, d'un pas décidé, comme si il savait où il allait. Puis, plus rien. Émile Soleil vient de disparaître de la surface de la Terre. 45 minutes plus tard, à 18h12, Philippe Vedovini va appeler la gendarmerie car son petit-fils a disparu. La réaction est immédiate, massive, proportionnelle à l'angoisse. Dès 18h40, une centaine de personnes se mobilisent. Gendarmes, pompiers, habitants du village voisin ou encore plein de volontaires. Un hélicoptère survole la zone, sa lampe infrarouge balaye la forêt dans la nuit tombante. 3 chiens pisteurs vont même fouiller les environs. Mais rien, aucune trace d'Émile. Pas une trace, pas un cri, pas en vêtements accrochés à une branche, absolument rien. Le lendemain, dimanche 9 juillet, le procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémi Avon, lance son appel à témoin national. 200 volontaires vont alors rejoindre les équipes sur le terrain. Des drones équipés de caméras thermiques scrutent chaque recoin. Les chiens de Saint-Hubert, réputés pour leur odorat exceptionnel, capables de détecter une odeur humaine sur plusieurs kilomètres, eux aussi sont mobilisés. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont détecter la trace d'Émile sur 2 endroits dans un rayon de 20 mètres autour de la maison. Puis la piste s'arrête net, brutalement, comme si Émile s'était volatilisé. Pour les spécialistes en cynophilie, c'est un signal d'alarme majeur. Quand un chien de Saint-Hubert perd une piste aussi brutalement, dans un espace aussi restreint, cela signifie presque toujours une chose, la personne est montée dans un véhicule ou a tout simplement été portée. Les jours suivants, l'opération prend une ampleur inédite. 800 volontaires se relaient pendant 48 heures dans un rayon de 5 km. Des familles entières viennent de toute la région, certains conduisent pendant des heures pour participer aux recherches. On assiste donc à un mouvement national pour retrouver ce petit garçon. L'espoir encore porte la famille. On va le retrouver, il est forcément là, quelque part, endormi sous un arbre caché ou dans une grotte. C'est impossible qu'un enfant de 2 ans et demi puisse disparaître comme ça. Toutes les maisons du hameau sont visitées, 12 véhicules inspectés, 25 habitants interrogés, 97 hectares explorés au total, mètre par mètre, branche
par branche. Le 10 juillet, le préfet Marc Chapuis remercie les volontaires mais leur demande de laisser place à un dispositif militaire qui va être beaucoup plus adapté. Son visage est fermé car pour lui, le pronostic vital de l'enfant est engagé. Dans la salle de presse, le silence est pesant. Tout le monde comprend, l'espoir s'éteint petit à petit. Le 11 juillet, le procureur confirme d'une voix blanche: nous avons ratissé 12 hectares méticuleusement, mais aucune trace. Et c'est probablement l'une des importantes opérations de ratissage judiciaire opérées en France. Des centaines d'hommes, des dizaines de chiens, des hélicoptères, des drones, mais cela n'a toujours rien donné. Le 12 juillet, le dispositif change. Les battues citoyennes sont arrêtées, l'enquête devient technique. Le hameau du Haut-Vernay est bouclé. Accès interdit au public, les gendarmes installent des barrages, les identités sont contrôlées, les voitures fouillées, les journalistes tenus à distance. Quelque chose vient de changer dans l'esprit des enquêteurs. Ils ne cherchent plus un enfant perdu dans la montagne, ils cherchent un secret caché dans les murs d'une maison. Car dès le début de l'enquête, en fait, des éléments sont assez troublants. D'abord, la chronologie. Les deux témoins voient Émile vers 17h15. Philippe Vedovini signale sa disparition à 18h12. On a donc quasiment une heure entre ce que les témoins ont vu et le signalement de Philippe. Donc, qu'est-ce qui a pris autant de temps? Pourquoi attendre près d'une heure avant d'alerter les secours? Selon certaines sources non confirmées, un habitant du hameau aurait vu Philippe Vedovini arroser tranquillement ses fleurs dans le jardin vers 17h30 après l'heure à laquelle Émile aurait été aperçu, mais avant qu'il ne donne l'alerte. Cette information n'a jamais été officiellement vérifiée, mais elle pose une question assez troublante. Si le grand-père cherchait désespérément son petit-fils, aurait-il pris le temps d'arroser ses fleurs? Ensuite, il y a le silence. La cohésion de la famille Vedovini, d'abord perçue comme une force dans l'épreuve, devient peu à peu suspecte. 10 enfants, tous élevés à la maison dans une stricte tradition catholique, en patriarche respecté, Philippe, ostéopathe de profession, une famille soudée, discrète, presque hermétique, mais trop soudée peut-être. Le 18 juillet, le procureur Rémi Avon ouvre une information judiciaire. Deux juges d'instruction du pôle d'Aix-en-Provence sont saisis. La qualification change, il ne s'agit plus seulement de recherche des causes de disparition inquiétantes, mais désormais d'enlèvement et de séquestration. Ce changement est assez lourd de sens. Elle croit à une intervention humaine. Les moyens se déploient, écoute téléphonique, géolocalisation, analyse des données d'antenne relais, 1600 lignes téléphoniques ayant borné dans le secteur le jour de la disparition sont passés au crible. Chaque personne présente dans un rayon de plusieurs kilomètres est identifiée, fichée, vérifiée. Les enquêteurs utilisent le logiciel Anacrim pour croiser des milliers d'informations. Ils cherchent les incohérences, les contradictions et les failles dans les témoignages. Et puis il y a aussi le passé. Ce passé que la famille aurait préféré garder enfoui. Philippe Vedovini n'est pas un inconnu de la justice. En 2018, il est placé sous le statut de témoin assisté dans une enquête pour violence sur mineurs au sein de la communauté religieuse de Riaumont et de Liévin dans le nord de la France. Entre 91 et 94, il y était membre et avait prononcé des vœux monastiques temporaires. Des témoignages recueillis par des journalistes qui décrivent un homme autoritaire, mais même parfois qui peut être violent. Des gifles, des coups de pied, une discipline de fer, Philippe Vedovini a nié toute implication grave dans cette enquête, reconnaissant seulement avoir pu donner des gifles ou des coups aux fesses. Il n'a jamais été mis en examen, mais l'ombre commence à planer autour de lui. Il y a aussi ce détail étrange. En 2019, un incendie criminel avait détruit 3 maisons dans un hameau voisin et endommagé la maison des arrière-grands-parents maternels d'Émile. Personne n'a jamais été arrêté, aucun lien n'a pu être établi avec la disparition d'Émile. Mais les enquêteurs vont commencer à s'y intéresser, car dans une affaire comme celle-ci, rien n'est anodin. L'été 2023 s'achève sans réponse. L'automne arrive, puis l'hiver, le Haut-Vernay se referme sur lui-même. Les habitants, autrefois solidaires, deviennent taiseux. Les regards se font méfiants. Chacun observe l'autre, se demande ce qu'il sait, ce qu'il cache. La famille d'Émile, elle, garde le silence médiatique, à une exception près. En août 2023, les parents acceptent une interview dans l'hebdomadaire Famille chrétienne. Marie et Colomban Soleil, le père d'Émile, y parlent de leur foi, de leur espoir, de leur douleur. Cela ne nous fait pas peur de demander à Dieu en miracle, déclare-t-il. Parfois, nous sommes submergés par le chagrin et l'angoisse, puis nous sommes soulevés par l'espérance. Certains vont même leur reprocher de plus prier que de chercher leur enfant. Et justement, la famille va se défendre en disant que c'est justement parce qu'ils sont croyants qu'ils y croient encore au fait de pouvoir retrouver leur fils sain et sauf. En novembre 2023, ils vont même diffuser un message audio poignant. Depuis le 8 juillet, nous vivons entre l'espoir et l'abattement. Où est notre petit garçon? Que lui est-il arrivé? Nous en appelons à votre cœur. S'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui. S'il est mort, ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir. Mais les mois passent, rien ne bouge. L'enquête piétine. Les habitants du Vernay vivent sous tension. Certains avouent ne plus laisser leur enfant jouer seul, même dans le jardin. Les théories se multiplient. Sur les réseaux sociaux, les accusations fusent. Trafic d'enfants, sacrifice satanique, trafic d'organes, des délires complotistes qui polluent l'enquête et vont surtout ajouter encore plus de douleur à la famille. Pourtant, dans l'ombre, les gendarmes continuent. Ils écoutent,
ils attendent et surtout, ils observent. 28 mars 2024, 8 mois et 20 jours après la disparition d'Émile, 8 mois et 20 jours de silence. Les enquêteurs organisent une mise en situation. 17 personnes sont convoquées au Auvernais, voisins, témoins et même membres de la famille, avec l'objectif de reconstituer minute par minute les événements du 8 juillet 2023. Rejouer cette journée maudite, trouver le détail qui ne colle pas. 2 jours plus tard, le 30 mars, une randonneuse emprunte en sentier forestier en contrebas du hameau, en chemin étroit, escarpé, bordé de végétation dense. Elle a déjà parcouru un mois plus tôt. Son regard se pose sur quelque chose au milieu du chemin, elle s'arrête et d'un coup, son cœur va se glacer parce qu'elle tombe nez à nez avec un crâne humain, petit, ce qui signifie donc un crâne d'enfant. Elle le ramasse avec précaution, le place dans un sac en plastique qu'elle a dans son sac à dos et se rend immédiatement à la gendarmerie. Sa main tremble, elle guide les enquêteurs jusqu'au lieu de sa découverte, à environ 1,7 km à vol d'oiseau de la maison des grands-parents, soit 25 minutes environ de marche à pied. Le problème, c'est que c'est un endroit qui avait déjà été fouillé, ratissé au mètre près. Le lendemain, dimanche 31 mars, le procureur de la République d'Aix-en-Provence convoque la presse. Son visage est fermé, sa voix mesurée. Il annonce officiellement « Les ossements ont été identifiés par analyse génétique. Il s'agit bien du petit Émile Soleil ». Le choc est immense. Dans toute la France, des millions de personnes qui suivaient cette affaire depuis 9 mois ressentent la même chose. Un mélange de soulagement, d'enfin avoir une réponse après tant de temps, mais aussi d'horreur absolue. Émile n'a jamais quitté la montagne, il était là, à moins de 2 km de chez lui, dans une zone pourtant déjà fouillée. Pendant 9 mois, son corps a reposé là, à quelques centaines de mètres, des battues, des hélicoptères et des chiens. Mais donc, comment est-ce possible? Les premières analyses de crâne révèlent des éléments troublants. Fissures post-mortem, morsures d'animaux, petites fractures, il manque un maxillaire et une dent. Les experts parlent d'une action animale post-mortem. Des bêtes sauvages, renards, sangliers, y ont peut-être touché au corps. Mais la question c'est quand et où était le corps avant d'arriver là? Le mardi 2 avril, les recherches reprennent. Sur place, avec une intensité nouvelle, une centaine de gendarmes et des experts scientifiques ratissent la zone, centimètre par centimètre. Ils utilisent des tamis pour filtrer la terre, des détecteurs pour chercher d'autres ossements, et à 150 mètres en contrebas du lieu de découverte du crâne, ils trouvent des vêtements, un t-shirt jaune, des chaussures, une culotte, les vêtements qu'Émile portait le 8 juillet 2023, éparpillés sur une dizaine de mètres comme jetés. Le 10 avril, après avoir fouillé 45 hectares, passé au crible chaque centimètre carré, les recherches sont levées. Pour les enquêteurs, on ne trouvera rien d'autre. Ces découvertes suscitent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Tout d'abord, comment le corps d'Émile a pu se retrouver là, dans une zone qui a déjà été explorée? Pourquoi les vêtements sont éparpillés? Et surtout, les ossements ont-ils été déplacés par des animaux, des intempéries ou par une main humaine? Les analyses révèlent un fait crucial, déterminant. Le corps d'Émile ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés. Cela signifie qu'à un moment donné, le corps et les vêtements ont été séparés. Le corps, à un moment donné, était ailleurs, puis ramené. Mais pour les enquêteurs, c'est impossible de le dire avec certitude. Mais une chose est sûre, cette affaire n'est pas un simple accident. À l'automne 2024, une autre découverte bouleverse l'enquête. De l'ADN qui n'appartient pas à la famille d'Émile est retrouvé sur les vêtements. Les ADN d'entière de quelqu'un d'autre, d'une personne inconnue. Mars 2025. Presque 2 ans après la disparition d'Émile, dans la nuit du 13 au 14 mars, des gendarmes se rendent au Auvernais et saisissent une jardinière près de la chapelle. Des courriers anonymes ont évoqué cet endroit. Les analyses ne donneront rien. Puis le 15 mars, un événement inattendu va bouleverser l'enquête. Claude Gillot, un prêtre octogénaire proche de la famille Vedovini, se donne la mort par ingestion médicamenteuse massive. Et c'est lui qui avait d'ailleurs baptisé Émile en 2020. Selon sa sœur, le prêtre aurait laissé une lettre expliquant que Philippe Vedovini lui aurait reproché d'avoir parlé à un journaliste et de lui avoir donné une photo des parents d'Émile. La confrérie des pénitents, dont la chapelle est fréquentée par la famille, avait interdit à Claude Gillot d'y officier depuis octobre 2023 et il en aurait été d'ailleurs très affecté. Le 26 mars, le domicile du prêtre est perquisitionné. Le procureur déclare le 1er avril ne faire aucun lien entre ce décès et l'affaire Émile. Mais le 25 mars 2025, coup de théâtre. À l'aube, des dizaines de gendarmes investissent le domicile des grands-parents d'Émile, que ce soit à la Bouilladis et leur résidence secondaire du Auvernais. Philippe et Anne Vedovini sont placés en garde à vue, ainsi que 2 de leurs enfants majeurs. Et pour cette garde à vue, ils vont d'ailleurs être transférés à Marseille. Le motif, homicide volontaire et recel de cadavres. Des perquisitions sont donc menées. Une voiture et une remorque destinées au transport d'un cheval sont saisies. Les enquêteurs ont mis des écoutes téléphoniques en place plusieurs mois auparavant. Elles ont révélé des tentatives
tensions entre les parents d'Émile et les grands-parents. Maintenant la question c'est des tensions, mais à propos de quoi? Pendant 44 à 46 heures, les 4 personnes sont interrogées. Les enquêteurs les confrontent aux preuves matérielles, aux résultats d'analyse, aux incohérences de leurs témoignages. Dans la nuit du 26 au 27 mars, tous vont être relâchés. Aucune charge ne va être retenue, que ce soit contre les parents ou les grands-parents. Le 27 mars, le procureur de la République d'Aix-en-Provence organise une conférence de presse et il va y révéler des éléments essentiels. Les expertises démontrent que les vêtements et ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Le corps d'Émile ne s'est donc pas décomposé à l'endroit où il a été retrouvé. Des stigmates anatomiques évocateurs d'un traumatisme facial violent vont être détectés sur le crâne. Ces éléments introduisent la probabilité de l'intervention d'un tierce dans la disparition et la mort d'Émile Soleil. Pour le procureur, la piste familiale reste ouverte, mais cette phase est terminée. L'enquête se poursuit pour homicide volontaire, sans exclure l'hypothèse d'homicide involontaire. Aujourd'hui, en janvier 2026, l'affaire Émile n'est toujours pas résolue. Nous savons qu'Émile est décédé, nous savons que son corps a été déplacé, nous savons qu'il a subi un traumatisme facial violent, nous savons qu'un tiers est probablement impliqué, dû au fait qu'un ADN inconnu a été retrouvé sur ses vêtements. Mais nous ne savons pas qui et nous ne savons pas pourquoi.